Voilà, donc c'est un exposé que j'ai préparé avec Alice et Xavier Briotet, qui est le co-directeur d'Alice Dupio. Et c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 8-9 ans, en collaboration avec l'ONERA, le laboratoire de planétologie de Grenoble, et plus récemment, le laboratoire mercurien euh, que vous connaissez tous, pardon. Et c'est une recherche qui est financée par le CNES et le LabEx Universe. Alors, en fait, nous, on s'intéresse à la teneur en eau des sols, tout simplement parce que l'eau des sols, c'est une composante qui n'est pas négligeable du cycle de l'eau. Alors là, bon, moi, ce sont une unité en thousand cubiques mètres, kilomètres par an, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, l'eau qui est dans les sols, en fait, représente à peu près, ou voire plus, la quantité d'eau qui tombe sous forme de pluie sur les continents. Alors, cette eau dans les sols, en fait, d'abord, faut savoir qu'un sol, c'est une structure 3D qui est très, très complexe, avec différents horizons. Que l'eau dans les sols, en fait, il va exister trois types d'eau. Il va exister l'eau, on va dire, gravitaire, pardon, qui va combler les pores habituellement remplis d'air. Vous avez de l'eau capillaire en fait qui va se permettre de joindre deux particules de sol l'une à l'autre. Et puis vous avez de l'eau qui est inclue dans les particules, c'est en particulier ce qu'on observe pour les argiles, et qui est de l'eau hygroscopique qui est très difficile à extraire des sols. Alors les sols en fait, vous voyez ils peuvent avoir des structures très différentes et des textures très différentes, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille des grains, eh bien l'eau va s'écouler de façon plus ou moins rapide dans le sol. Alors, comment est-ce qu'on quantifie l'eau? On quantifie l'eau en général par un SMC, Soil Moisture Content, et on peut utiliser soit une définition gravitaire ou une définition volumique. Ici, en fait, c'est une masse d'eau divisée par une masse de sol sec. Alors, donc vous voyez qu'en fait, l'eau dans les sols, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple en soi. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'eau dans les sols? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je ne vais pas les détailler toutes ici, mais l'eau dans les sols eh bien, va jouer sur le climat, va jouer sur la micrométéorologie, c'est-à-dire la température d'un sol va dépendre de sa teneur en eau, sur son évaporation. En agriculture, bien entendu, c'est un élément extrêmement important pour la croissance des plantes. En hydrologie aussi, si vous avez un sol qui devient saturé en eau, eh bien, en fait, l'eau va ruisseler et peut comme ça faire des catastrophes, pourquoi pas. En défense ou dans les domaines de sécurité, bah, c'est les problèmes de traficabilité, hein. Si un terrain est trop humide, eh bien, vous risquez d'avoir en gros, vos véhicules vont patiner. Ça, c'est valable, par exemple, pour des sols argileux. Et à l'inverse, si vous prenez un sol sableux, eh bien, un véhicule va s'ensabler sur un sable sec, alors qu'il va très bien rouler sur un sable humide, sur une plage, par exemple. Et puis, et ça c'est quelque chose dont va parler Bernard Schmitt tout à l'heure, on s'intéresse quand même pas mal aux problèmes d'eau en surface, puisque on en a trouvé sur Mars, et on a trouvé même de la glace sur la Lune il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors, on peut mesurer cette teneur en eau par télédétection. L'avantage de cet outil, c'est que ça va nous permettre d'étendre les phénomènes spatialement. Et en télédétection, il y a classiquement trois grands domaines. Le domaine des micro-ondes, le domaine de l'infrarouge thermique et le domaine solaire. Donc j'ai indiqué ici les gammes de variation des longueurs d'onde de ces trois domaines. Et dans le domaine des micro-ondes, on peut utiliser des micro-ondes actives ou des micro-ondes passives. Alors, les micro-ondes sont transparentes généralement à l'atmosphère, ça dépend des fréquences, mais globalement, elles le sont. Et en fait, elles ont la capacité de pénétrer à l'intérieur du sol. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va avoir une information sur la teneur en eau volumique, hein, du sol. Et selon la nature du sol et la teneur en eau, ces ondes vont pénétrer plus ou moins profondément dans le sol, de quelques centimètres à quelques décimètres, voire quelques mètres.
L'avantage aussi des micro-ondes, c'est c'est que l'atmosphère est transparente. L'inconvénient, c'est que ces micro-ondes sont sensibles à la rugosité de surface. Et pour ce qui est des micro-ondes passives, eh bien, on a des résolutions spatiales qui sont très, très, très larges et qui ne sont pas très, très utiles. Dans l'infrarouge thermique, on a des bonnes résolutions, et dans le domaine solaire, on a des bonnes résolutions spatiales, mais on fait des mesures de teneur en eau de surface. C'est-à-dire qu'en fait, le rayonnement pénètre de quelques microns, pas plus, à l'intérieur d'un sol. Donc c'est bien l'eau de surface qu'on mesure, ce qui pose des problèmes ensuite lorsqu'on veut valider les modèles, puisque, comme je vous l'ai dit, en fait, on va mesurer l'eau en général dans un volume. Le problème de ces deux domaines, c'est que, en fait, s'il y a des nuages, on ne voit pas à travers. Et pour les infrarouges thermiques, c'est sensible à la sensibilité, à la température, pardon. On va s'intéresser, nous, essentiellement au domaine solaire. Et je vous présente très très vite la notion de BRDF, mais vous la connaissez, qui est le rapport entre la luminance et l'éclairement. Donc, cette BRDF est exprimée en stéradian-1, et elle donne accès au facteur de réflectance par un facteur pi. Alors, les propriétés optiques des sols, on peut parler de propriétés optiques spectrales. Lorsqu'on se place dans une configuration de mesure donnée et qu'on mesure donc la réflectance à différentes longueurs d'onde. Ici, vous avez la variation spectrale de la réflectance d'un sol à différents niveaux d'humidité, en partant d'un sol sec ici, qui a la réflectance la plus élevée, jusqu'à un sol à saturation, c'est-à-dire imbibé d'eau, en bas. Et puis, bien entendu, cette réflectance, elle a aussi des propriétés directionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous changez la direction d'éclairement et de visée, eh bien, cette réflectance est plus ou moins élevée, et généralement, les sols, qui sont des surfaces rugueuses, présentent des phénomènes de ce qu'on appelle de rétrodiffusion, avec un hotspot dans la direction d'éclairement. Alors, si je résume, ici, vous voyez que vous avez un sol sec, un sol humide, avec une variation de couleur. Pareil, ça c'est un sol argileux, ça c'est un sol sableux. Ici, vous avez aussi une variation de couleur, mais cette variation ici n'est pas due à la teneur en eau, elle est due à une différence de configuration de mesure, c'est-à-dire ici essentiellement une différence d'angle zénital solaire. Vous voyez que le fait que la surface est sombre, ici, n'est pas du tout à l'eau, puisque c'est une surface martienne, ici totalement sèche. Alors, pour arriver à démêler un peu ce qui est dû à l'eau, ce qui est dû à la configuration de mesure, eh bien, en fait, on a besoin de modèles de transfert radiatif. Dans ce transparent, j'ai résumé les différentes méthodes qui ont été utilisées en télédétection pour estimer la teneur en eau. On fait une synthèse bibliographique qui regroupe à peu près 250 articles sur le domaine actuellement. Donc on peut utiliser des indices, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder par exemple à deux longueurs d'onde, c'est la figure en bas à gauche, et on va faire des rapports de longueur d'onde et on va relier statistiquement ces rapports à la teneur en eau. On peut utiliser des techniques de continuum removal, où en fait on va regarder en fait la profondeur des pics d'absorption. Plus un sol va contenir d'eau, et bien entendu, plus ce pic d'absorption va être profond, en particulier dans les bandes d'absorption. On peut utiliser des relations statistiques. Alors, toutes ces méthodes semi-empiriques, en fait, elles apportent une compréhension très très faible des phénomènes, et souvent elles ne sont pas généralisables. Les modèles de transfert radiatif, il en existe de deux sortes, les modèles analytiques et les modèles de lancer de rayons. En fait, eux, ce sont des modèles réellement physiques, donc on comprend la physique du phénomène, mais il en existe peu. Alors ici, je vais passer très vite sur les différentes approches qui ont été utilisées pour déterminer la teneur en eau des sols par des modèles de transfert radiatif. Alors vous avez d'abord des modèles de couches, hein, ce sont parmi les modèles les plus anciens, où en fait on va considérer un sol sec recouvert d'une couche d'eau. Alice va présenter ça tout à l'heure. La relation de Kubel-Camus, que vous connaissez tous, a été utilisée récemment avec succès pour simuler la réflectance d'un sol humide. On peut utiliser aussi directement l'équation de transfert radiatif.
Et c'est essentiellement le modèle d'API qui a été utilisé par quelques auteurs sur des sols humides. Bien sûr, il y a beaucoup plus de littérature sur les sols secs. Les modèles géométriques ici qui peuvent être utilisés pour simuler la BRDF d'un sol sec n'ont jamais été adaptés pour l'instant pour des sols humides. Et puis, il y a eu aussi des approches pour simuler par lancer de rayons la réflectance d'un sol humide. Alors, ici, eh bien, on va développer un tout petit peu le modèle marmite et je vais laisser la parole à Alice. Oui, merci Stéphane. Maintenant que tu nous as fait un panorama de ce qui existe sur l'humidité des sols, je vais vous parler du modèle marmite, qui est un modèle de transfert radiatif dans lequel on représente un sol humide avec deux couches, une couche de sol sec surmontée d'une fine lame d'eau pure et un rayon incident, lorsqu'un rayon incident arrive à l'interface entre l'air et l'eau, une partie de ce rayon est réfléchie et une partie est transmise à l'intérieur de la lame d'eau, puis subit des réflexions multiples à l'intérieur de la lame d'eau. Et en sommant les rayons qui sortent de la lame d'eau, on arrive à exprimer la réflectance totale du sol humide. Tu peux avancer, Stéphane. Voilà. On arrive à exprimer la réflectance du sol humide en fonction de celle du sol sec et de deux paramètres, L qui est l'épaisseur de la lame d'eau et epsilon qui est la fraction de sol humide. À l'intérieur de la lame d'eau, l'eau absorbe la lumière et cette absorption est modélisée par la loi de Beer-Lambert. En inversant le modèle, on peut estimer les deux paramètres L et epsilon à partir de la réflectance mesurée du sol humide. Et puis, on établit une relation de calibration pour chaque sol pour relier le produit de ces deux paramètres L fois epsilon au SMC, qui est la teneur en eau du sol. Et donc, voici un exemple de simulation qu'on peut... bon, c'est un tout petit sur mon écran, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais donc, voici un exemple de simulation qu'on peut faire avec le modèle Marmite. En très plein, on a les réflectances qui sont mesurées et en pointillé, celles qui sont simulées par le modèle. Ah oui, pardon. À différents niveaux d'humidité, donc plus les réflectances sont basses, plus les sols est humide. Et donc on voit que le modèle, il y a des mauvais ajustements, surtout pour les fortes teneurs en eau, et particulièrement dans le visible et dans les bandes d'absorption de l'eau. Et pour valider le modèle, on a utilisé des données mesurées en laboratoire sur des petits échantillons. Et on dispose de données pour 225 échantillons de sol qui sont représentatifs de la variété de sols terrestres. Donc voilà, la limite principale du modèle, c'est les mauvais ajustements et également qu'il faut connaître la relation de calibration pour chaque sol, ce qui est un peu contraignant pour l'application opérationnelle du modèle en télédétection. Et enfin, le modèle ne prend pas en compte la rugosité de surface et les effets directionnels. Alors, mon travail actuel consiste à améliorer le modèle Marmite. Et pour ça, on a décidé d'inclure des particules de sol dans la lame d'eau, parce que dans la réalité, l'eau qui est dans les sols humides, ce n'est pas de l'eau pure, elle contient bien de la matière organique dissoute, ou l'eau est liée aux particules de sol. Donc voilà, on veut inclure des particules de sol dans la lame d'eau, et pour les prendre en compte, on a choisi de calculer, de modifier l'indice optique, modifier les propriétés optiques de la lame d'eau en calculant un indice optique complexe effectif de la lame d'eau et de particules, en utilisant une fonction de mélange et à partir de l'indice optique de l'eau et de celui des particules et de delta qui est la fraction volumique occupée par les particules. Donc on calcule un indice optique complexe effectif de cette couche d'eau et de particules. Une contrainte pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature pour les indices optiques complexes de particules de sol.
et surtout dans la gamme spectrale qu'on regarde, entre 400 et 2500 nanomètres. Les données sont rares. Et donc, voilà, pour l'instant, je fais des simulations en utilisant des indices constants que je prends dans une gamme que je juge réaliste. Et voilà. Enfin, je vais vous montrer dans la slide suivante des simulations. Donc à gauche, j'ai remis le graphe de tout à l'heure avec en trait plein les réflectances mesurées et en pointillé celles qui sont simulées par le modèle Marmite. Et à droite, j'ai mis la même chose, mais avec la version améliorée du modèle, en utilisant un indice constant pour les particules de sol. Et on voit que quand même, on arrive à beaucoup mieux ajuster les spectres sur tout le spectre. Donc voilà, cette amélioration va faire l'objet d'une publication. Et là, j'ai mis l'erreur que j'ai calculée entre les réflectances mesurées et simulées, moyennées pour tous les spectres de notre base de données, en noir pour le modèle Marmite et en rouge pour la version améliorée du modèle. Et donc, on a réduit l'erreur sur toute la gamme spectrale. Merci. Et donc maintenant, on s'intéresse aussi aux mesures directionnelles. Donc, on aimerait en fait simuler des BRDF de sol humide. Et on est allé donc à l'IPAG récemment, à Grenoble, et on a fait des mesures avec le spectrogonioradiométre SHINE, dont Bernard Schmitt, qui est ici, est le responsable. Et donc, j'ai mis une photo de l'instrument ici. On a en bas l'échantillon qui est posé sur une petite plateforme. En bas à droite, il y a une source monochromatique qui est réfléchie sur un miroir parabolique et qui a atteint après l'échantillon. Et un détecteur à gauche, là, capte la lumière réfléchie par l'échantillon. Et les bras de la source et du détecteur tournent, ainsi que la plateforme sur laquelle est posé l'échantillon. Comme ça, on peut mesurer la réflectance de l'échantillon à différents angles de visée et d'éclairement. À droite, j'ai mis un exemple de BRDF qu'on a mesuré, mais en fait, on est avec cet instrument un peu contraint par le temps de mesure, parce que c'est assez long de mesurer un spectre, et comme on a des sols humides, il ne faut pas que la mesure dure trop longtemps pour pas que l'eau s'évapore trop. Et donc, on a dû échantillonner un peu judicieusement l'hémisphère. Merci. Et à terme, on aimerait... donc ça, c'est plutôt le travail de Jason Champion qui est ici. Et il travaille sur le logiciel DART qui est développé au CESBio et qui permet, à partir d'un modèle numérique de terrain qui est découpé, divisé en facettes, et de la BRDF d'une de ces facettes. Donc avec le logiciel DART, on peut simuler la BRDF du terrain complet, et on aimerait inclure à ça un modèle d'humidité des sols pour simuler les BRDF de sols humides et rugueux. Voilà, je crois que c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est passionnant, hein, et je pense que ça fait écho à beaucoup d'études qui vont se poursuivre, les autres présentations. Euh, alors du coup, je suis un peu embêté parce qu'on a des questions, je pense qu'il y en a beaucoup, et en même temps, on est obligé de se restreindre. Mais si jamais il y a quelqu'un qui a une question un petit peu précise, c'est le moment. N'hésitez pas à prendre le micro. Moi, j'avais juste une question là sur les modèles de BRDF. Du coup, est-ce que vous avez un modèle? Parce que là, du coup, vous ne pouvez pas prendre le modèle Marmite ne fonctionne pas pour les BRDF. Du coup. Non. Et pour l'instant, on en est encore un peu dans une phase préliminaire. On regarde le modèle de Apki,
Et en fait, on ne sait pas encore comment on va s'y prendre, si on va coupler les modèles de AppKey avec Marmite ou alors, enfin, je sais pas, peut-être Stéphane, tu peux Non, non, mais plus c'est préciser. exactement ça, hein. Mais je pense qu'on ne sait pas encore vraiment. Mais par exemple, pour les simulations avec Dart, on a plusieurs idées et on pourrait, enfin, comme on a une surface qui est divisée en facettes, on pourrait mettre une humidité différente sur chaque facette. Et par exemple, toutes les faces qui sont, je sais pas, à l'ombre ou au sud, enfin ou au nord, on les fait humides et les autres, on les fait sèches. Enfin, euh, C'est Mathieu qui parle. Et donc, juste une petite question à propos de Dart. C'est un logiciel commercial qui est générique ou c'est un logiciel qui a été spécifiquement développé pour les sols? C'est pas un logiciel commercial. Donc, il a été développé par le CESBio, donc il y a un laboratoire du CNES à Toulouse. Et c'est un logiciel qui est en accès libre. Il suffit de remplir une convention. Donc, c'est un modèle de lancer de rayon, mais qui a été surtout développé pour étudier la réflectance des couverts végétaux. Les couverts végétaux, les milieux urbains, et c'est un modèle qui est aussi couplé avec l'atmosphère. Donc, c'est un modèle très puissant qui, en plus, a des fonctionnalités qui permettent de simuler aussi des températures dans l'infrarouge thermique. Il permet de simuler aussi des données lidar. Voilà, donc il y a plein de fonctions qui sont attachées à ce modèle. Et en fait, ce modèle n'avait jamais été utilisé sur des surfaces nues, des sols nus. Donc, parmi les premiers à le D'accord, faire. super, ouais. Super, merci. Alors, au passage, bravo pour les résultats avec Marmite, là, les résultats préliminaires. Donc, et puis pour cette belle introduction, parce que c'est en effet très intéressant. Oui, donc je reprécise une nouvelle fois hein, que c'est la première réunion, il y aura d'autres réunions, ou même peut-être d'autres des réunions qui se feront entre des collaborations plus fortes et à plus long terme. Hein. Donc là, on est dans un aperçu, dans un panorama, et ne soyez pas frustrés, hein, les discussions continueront bien après cette réunion.